Alors j'ai intitulé la communication de cet après-midi « Étude comparative des colonisateurs européens dans l'océan Indien ». L'attitude des Européens envers les populations qu'ils découvrent à l'époque moderne dans l'océan Indien n'offre pas l'image d'une mentalité homogène. Mon ami, le professeur Barra, disait avec humour « les Espagnols et les Portugais, en matière d'interculturel, c'était plutôt « pousse-toi de là que je m'y mette ». C'est lui qui m'inspira cette étude comparative essentielle pour tenter de comprendre l'interculturalité indocéanique, germe de la créolité réunionnaise. On trouvera peut-être certains traits de caractère trop caricaturaux pour les uns, trop favorables pour les autres. Auguste Billiard, en 1820, n'hésite pourtant pas à faire ce type d'analyse différenciée et elle nous paraît tout à fait juste. Voilà ce qu'il dit. Il y a chez l'anglais une sorte de fierté, un air de prétention, une susceptibilité nationale qui l'éloigne de ceux dont il aurait le plus besoin de se rapprocher. Le portugais est fanatique, le hollandais est dur et avare. Du Cap de Bonne-Espérance au Kamtchatka, chacun de ces peuples d'Europe a rencontré dans l'établissement de ses colonies des obstacles résultant du caractère qu'il y avait apporté. Notre Français arrive à peine qu'il est déjà du pays qu'il vient d'habiter. Il est de la case, de la famille du sauvage. Il s'habille comme lui, s'accroupit sur la natte, où les autres sont accroupis, partage leurs repas, sans dégoût, leur offrant même de bon cœur ce qu'il a lui-même apporté. Dans toutes les colonies, soit anciennes, soit nouvelles, il est important de n'envoyer pour chef que des hommes qui aient quelque chose de cette simplicité, de cette confiance, de cette engageante cordialité. Voilà la citation de Billiard. La description qu'il vient de donner concernant l'attitude fraternelle du Français n'est donc pas valable pour tous les habitants de France, vu la fin de sa réflexion. D'ailleurs, à la page précédente, il écrit « Cela fait pitié quand on voit dans une relation du temps des gentilshommes se plaindre avec amertume d'un ministre, c'était le grand Colbert, pour les avoir abaissés à siéger avec des commerçants dans le conseil de la colonie. Au milieu de ces débats, on ne songea guère à l'éducation des peuples chez lesquels on était venu s'établir. Si ces nobles Français se disent offensés de devoir siéger au même niveau que leurs compatriotes commerçants, comment accepteraient-ils de s'asseoir à la table de celui que Billiard appelle le sauvage? Voilà, alors voyons maintenant cas par cas, puisqu'il y a 4 grandes nations qui s'intéressent à l'Inde, à l'océan Indien, les Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Français. En commençant par les Portugais, le sectarisme religieux et les abus des conquistadors portugais. Les conquistadors espagnols, pour justifier leur attaque contre les Aztèques de Mexico, prétendent avoir affaire à un peuple de païens, barbares, qui refusent de se convertir au christianisme. Les autochtones furent horrifiés par la violence sauvage des Espagnols qui ne faisaient pas de quartier. C'est une citation. Alors sans être aussi brutaux que les soldats de Cortés, les Portugais viennent eux aussi en Inde pour évangéliser les infidèles. Ils y arrivent à peu près en même temps que les Espagnols en Amérique centrale, c'est-à-dire durant tout le XVIe siècle. Pirard de Laval, un aventurier français, un des tout premiers d'ailleurs dans l'océan Indien, témoigne qu'au début du XVIIe siècle, l'inquisition portugaise en Inde est encore plus dure que celle pratiquée en Europe. Voilà ce qu'il écrit. « C'est une terrible chose que d'y être une fois, car on n'a ni procureur, ni avocat qui parle pour soi, mais eux sont juges et partis tout ensemble. Pour la forme de procédé, en Nicène, c'est-à-dire l'Inquisition, elle est toute semblable à celle d'Espagne, d'Italie et du Portugal. Il serait impossible de compter le nombre de tous ceux que cette Inquisition fait mourir ordinairement à Goa. » Voilà ce que dit Pirard de Laval. Partout où ils se trouvent, Espagnols et Portugais ne tolèrent aucune autre croyance que le catholicisme. Dans leur comptoir des Indes,
les Portugais n'hésitent pas à chasser les princes locaux restés fidèles à l'hindouisme. Leurs sujets sont réduits en esclavage. Pirard de Laval atteste même qu'il a vu à Goa des grands du Portugal se rendre à la messe avec certains de leurs esclaves enchaînés. Incroyable. Et les prêtres tolèrent ça. Il affirme également que les prêtres portugais sont particulièrement impitoyables vis-à-vis des relapses, les Indiens convertis au catholicisme et qui retournent à l'hindouisme, et que c'est, voilà ce qu'il dit exactement, toutes les bonnes fêtes qu'ils font justice, et après on les mène, les suppliciés, au campo de Santa Lazaro. Rappelons que c'est le fondateur des Jésuites. Hein. Et là, on brûle les uns en présence des autres qui y assistent. Voilà. Pirard, qui est breton, considère que l'inquisition pratiquée par les pays latins, Espagne, Italie et Portugal, est partout de la même stricte cruauté. Il est possible que l'exigence religieuse des Espagnols et des Portugais soit liée au fait que leurs pays ont été longtemps sous l'emprise des Sarrasins. Hein. Mais peut-on en dire autant des Italiens? Il semble donc bien que la violence gratuite des Latins et leur attitude hégémonique proviennent de leur orgueil, qui ne souffre aucune contradiction, et les porte de tout temps à se croire supérieurs. Les Romains, à commencer par eux. Les Portugais de l'Inde, malgré les interdits religieux, céderont pourtant au charme des Indiennes, puisqu'il naîtra de nombreux métis indo-portugais, sans qu'il soit possible d'en déterminer le nombre. Au siècle suivant, c'est-à-dire au XVIIe, on retrouvera à l'île Bourbon des descendantes des premiers métissages indo-portugais, telles celles accompagnant Manuel Teixeira, ancêtre des Téchères de la Réunion. Citation, en novembre 1678, un groupe d'une quinzaine de jeunes indiennes accompagnées de Manuel Teixeira vient s'établir à Bourbon. Ce sont en fait des jeunes métisses portugaises d'une beauté incomparable. Et il se trouve que l'une d'elles se marie au Normand Jacques Maillot dit la Brière et est donc une lointaine ancêtre de mon épouse. Voyons maintenant les Hollandais, les mensonges de la Vogue et l'archaïsme des colons hollandais. La création des compagnies des Indes orientales, qu'elles soient hollandaises, anglaises ou françaises, n'a au départ d'autre but que le commerce. Ce sont les Hollandais et les Anglais qui en prennent les premiers l'initiative. La VOC, donc je ne vous donnerai pas son nom en néerlandais, c'est imprononçable pour moi. Littéralement Compagnie unie des Indes orientales, est fondée en 1602. On la considère comme la première société multinationale, car elle fait aussi appel à des capitaux étrangers, notamment ceux du Saint-Empire germanique. Son capital de départ est 10 fois supérieur à celui de la compagnie anglaise. En 2 siècles d'existence, elle va armer près de 5000 navires. En temps de guerre, elle est la seule à posséder une quarantaine de bateaux militaires. À l'époque moderne, les compagnies anglaises et françaises n'ont que des navires marchands, les vaisseaux armés étant naturellement propriété de l'État. La BIC, c'est-à-dire la British East Indian Company, est créée quasiment en même temps que la compagnie néerlandaise, mais son installation en Inde est plus laborieuse. C'est pourtant elle qui aura la durée de vie la plus longue, jusqu'en 1874, et qui gérera au XIXe siècle le territoire colonial le plus vaste. Mais les princes indiens se méfient des Européens. À leur arrivée en Inde, les Hollandais se prétendent d'honnêtes marchands. Les marchands bataves vont très vite devenir de véritables envahisseurs et des colons sans scrupules. Leurs expéditions, au départ, ont toutes des buts de conquête sur les côtes d'Afrique et en Inde, donc elles sont armées, afin de s'emparer des comptoirs des Portugais. Mais ceux-ci, bien qu'affaiblis, résistent bien. La compagnie hollandaise se replie alors sur l'île de Java, en Indonésie, afin de se rapprocher des Moluques, les îles Moluques, seul endroit au monde où l'on trouve la noix de muscade, une épice très prisée en Europe, dont la Hollande veut garder le monopole de l'importation. En 1619, un certain Cohen, le directeur général de la VOC, fait raser carrément la cité de Jakarta, faisant fuir tous les habitants, pour fonder Batavia, l'actuelle Jakarta, la capitale donc
de l'Indonésie actuelle. En 1621, il envahit les îles Banda, révolté contre l'autorité néerlandaise, justement les îles où on trouve cette fameuse noix de muscade, et il y massacre et déporte toute la population. De bien honnêtes commerçants, les Hollandais, en effet. En fait, partout dans l'océan Indien, ils vont profiter des récriminations contre l'intégrisme religieux catholique des Portugais pour amadouer les rois locaux qui ne tardent pas à se rendre compte de leurs réelles intentions. Pourtant, les colons néerlandais n'ont pas l'air orgueilleux. Pieter de Laval en témoigne au début du XVIIe siècle. Voilà ce qu'il dit: les Anglais sont tous fort superbes, ce que ne sont pas les Hollandais. Alors, il faut dire ici que les Provinces-Unies ont été et sont encore, à l'époque moderne, une région de passage et de brassage de populations diverses, germaniques bien sûr, hispaniques, françaises, nordiques, etc. Mais il est quand même frappant de constater que les colons hollandais ont rarement choisi de se mêler aux populations autochtones et qu'ils ont souvent eu des réactions peu favorables à l'interculturalité. Pourtant, les femmes malaises ne devaient pas manquer d'attrait. Même sur le plan architectural, leur présence à Jakarta, donc l'ex-Batavia, a laissé peu de traces. Voilà ce qu'en témoigne Pirard. Jakarta est à bien des égards un très véridique monument de la politique coloniale hollandaise, à l'exception de quelques pathétiques colonnades blanches autour des bâtiments administratifs les plus supportables. Il n'y a absolument rien dans la capitale indonésienne qui puisse lui conférer de la grandeur, ou puisse donner le sentiment que l'on se trouve au cœur d'un riche et puissant empire. Ce que les Hollandais ont laissé derrière eux est petit, provincial et insignifiant. Alors, c'est pas Pieter de Laval, c'est Tibor Mandé qui dit ça, donc dans un livre extrait d'une communication de 15 pages de Marc Beaufils à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Voilà. En Afrique du Sud, chez les premiers colons hollandais appelés les Boers, qui s'y installent à partir de 1652, les idées de séparation des races et des religions s'imposent rapidement. Le calvinisme afrikaner distingue un peuple élu, les protestants, et les autres peuples indignes d'être sauvés. Voilà. Cela aboutit au long et strict clanisme de la société sud-africaine, puis au scandaleux régime d'apartheid 300 ans plus tard. Quant à l'occupation hollandaise à l'île Maurice, de 1638 à 1710, elle reste anecdotique par le nombre de colons, qui ne dépassera jamais 300. Ces gens-là ont surtout marqué leur passage par la totale destruction des forêts d'ébène et du dronde, le fameux solitaire, le fameux dodo. Où qu'ils s'installent, les colons hollandais font montre d'une mentalité d'exploiteurs, sans vergogne, et d'un archaïsme social grégaire ne pouvant guère amener l'interculturalité. Voilà pour les Hollandais. Passons maintenant aux Anglais. La fausse générosité des Anglais et le machiavélisme de la BAIC. La BAIC, Compagnie britannique des Indes orientales, devient si omniprésente dans l'océan Indien au XIXe siècle que cela en occulte presque son existence au XVIIe et XVIIIe, où elle était quand même beaucoup moins présente. Et pourtant, il n'y a pas eu de discontinuité dans sa politique d'extension territoriale depuis sa création. Elle se fixe des places fortes en Inde, à Surat, puis à Madras en 1639, à Bombay en 1668, à Calcutta en 1690. Mais on considère le début de l'Inde britannique, vraiment où l'Inde prend l'ascendant sur la France d'ailleurs, à partir de la victoire de Robert Clive sur l'empereur moghol Shah Alam II en 1764 à Buxar, sur les rives du Gange. À cette époque, Shah Alam, donc, s'est adjoint les services du breton René Madec, qu'il a nommé Mabab en récompense de sa bravoure au combat. Sans les hésitations des ministres de Louis XV à lui envoyer des troupes fraîches et des armes, Madec pouvait encore, malgré le rappel de Dupleix, sauver l'Empire moghol et les intérêts français en Inde. Après sa victoire, Clive devient gouverneur du Bengale jusqu'en 1773.
année où on le remplace par Warren Hastings, intronisé gouverneur général de l'Inde britannique. Mais la péninsule est loin d'être encore toute conquise par les Anglais. Hastings est l'image du colonisateur anglais, vénal et hautain, sans respect des dignitaires indiens. Pour avoir une idée de l'état d'esprit anglais, j'hésitais à me référer à des sources européennes récentes. Les plaies de la colonisation en Inde et de sa décolonisation sont encore trop vives pour se fier à des jugements risquant d'être entachés de parti pris. Il fallait donc trouver quelques avis neutres, ni anglophobes, ni trop indianophiles. Alors j'ai trouvé celui du comte Édouard de Warenne. Qui est ce Édouard de Warenne? C'est le fils d'un officier dans la brigade irlandaise de Dillon, lequel avait choisi en 1789 la côte de Coromandel pour lieu de son émigration, et donc d'une créole française de Pondichéry. Donc son père est anglais, anglais-irlandais, et sa mère est française. Et le comte de Warenne, donc c'est comme ça, naît à Madras. Son père revient en France donc en 1815, et ce n'est qu'en 1834 qu'Édouard Warenne retourne dans son pays natal où il séjourne durant 9 ans. Il ne peut être accusé ni d'anglophobie, ni d'un excès de francophilie, puisqu'il affirme « Je crois avoir suffisamment montré mon désir de rendre justice aux Anglais, ma reconnaissance, mon amitié personnelle aux individus, et même l'intérêt sincère que je porte à leur nation. Mais je ne veux pas qu'on croie leur gouvernement ni meilleur, ni plus puissant qu'il ne l'est. En fait de philanthropie, dit-il, les Français valent bien leurs anciens rivaux. » La distinction qu'il fait entre les attitudes des officiers coloniaux anglais et des officiers français démontre surtout la différence des mentalités. Et voilà ce qu'il écrit. « De cet ancien officier confondu dans le souvenir des hindous avec les nababs du pays, il parle de Madec, aux officiers anglais dont les constants efforts tendent à trancher le plus possible avec les naturels, la distance est grande. L'esprit français a un besoin irrésistible de fraternité avec l'étranger, de se l'assimiler en faisant parfois les premières avances. » C'est intéressant. Autant les Anglais cherchent à s'éloigner, à être séparés des autochtones, autant les Français, au contraire, cherchent à fraterniser. C'est lui qui l'écrit. Warren omet simplement de dire que cet esprit français n'est sans doute pas celui de la noblesse franque et qu'il tient plus à des valeurs de civilisation populaire, et notamment les valeurs de civilisation populaire océanique de la France. Pour avoir envie de fraterniser avec l'étranger, il faut déjà accepter de le reconnaître comme son égal. Or, ce qui caractérise les nobles anglais, c'est leur arrogance, leur mépris du peuple. La noblesse française vaut-elle mieux? Ne demeurent-elles pas toutes deux de même extraction germanique? Angles, saxons et francs étaient cousins germains. Comment la politique coloniale des Anglais s'applique-t-elle en Inde? Eh bien la voici. C'est Warren qui écrit « C'est à la fois une occupation acceptée et une alliance dont tous les avantages sont pour la plus forte des deux parties, et qui fait passer sans secousse sous le joug de la dépendance le pays allié. » Et ce que confirme d'ailleurs Sir Henry Russell, résident à la cour du Nizam de 1811 à 1820, voilà ce que dit Henry Russell: « Une alliance avec nous amène inévitablement la destruction du gouvernement qui s'y soumet. » Voilà la politique anglaise. Warren porte un regard très critique sur la situation qu'il trouve en Inde en 1834. Où sont aujourd'hui, dans les domaines de la compagnie, les hautes classes et les classes moyennes? Elles sont non seulement détruites, mais complètement anéanties. Abrutissement du prince, destruction des classes supérieures, occupation des emplois par des Européens au détriment des natifs. Je répète, occupation des emplois par des Européens au détriment des natifs. Ça fait penser à certaines choses. Appauvrissement de la contrée.
C'est ainsi que l'Angleterre civilise l'Inde, déclare Warren. Notons également la férocité des chefs militaires anglais qui n'hésitent pas à faire sauter, vivants, à la gueule des canons, les cipayes déserteurs. Oui, monsieur. On met la personne attachée sur le fût du canon et on tire le boulet. Et la personne s'envole avec. Voilà ce que faisaient les Anglais. Cette mesure de représailles sera encore appliquée par l'armée anglaise, mais là de façon massive, contre les soldats indiens insurgés lors de la révolte des cipayes en 1857. Pourquoi ils s'étaient révoltés? Parce qu'ils avaient appris que leurs fusils étaient huilés à la graisse de bœuf, le suif, ou à la graisse de porc. Alors forcément, tous les soldats, les cipayes, les soldats indiens, étaient soit musulmans, donc avaient un interdit de porc, soit indiens, donc qui protégeaient la vache. Les Anglais n'hésitent pas à pratiquer la ségrégation raciale, y compris à l'encontre des métis, qui ont pourtant du sang britannique. Voilà ce que témoigne Warren, toujours. Un danger intérieur allait grandir à la longue et menacer l'Empire en l'attaquant au cœur. La race née du mélange des Européens avec les familles indigènes pouvait s'interposer entre les maîtres et les sujets. Le préjugé de couleur est venu frapper toute une classe utile de citoyens et l'a refoulé au pied de l'échelle sociale. On l'a casé dans des situations subalternes où elle végète dans des emplois d'écrivains dans les bureaux publics, dans les maisons de commerce, côte à côte avec les indigènes. Voilà. Donc en fait, même les métis sont relégués aux tâches inférieures. S'installe alors une société totalement inégalitaire et surtout très injuste pour la seule promotion des Anglais et avec une misère grandissante des autochtones. Mieux, pour continuer à s'enrichir, après avoir pillé les provinces indiennes les plus aisées, et notamment le Bengale, les gens de la Baïque deviennent carrément trafiquants de drogues internationaux de l'Inde vers la Chine. C'est avec l'opium bengali que la compagnie paie aux Chinois le thé qu'elle envoie en Grande-Bretagne. Citation, « Sans le commerce de l'opium, nous disaient les Anglais de Calcutta, le Bengale ne peut plus subvenir à ses dépenses. D'ailleurs, l'empereur de Chine a traité notre reine Victoria de reine des barbares. » Voilà. Dès la prise du Bengale par les Britanniques, la production d'opium est devenue un argument économique pour les Anglais. La responsabilité de la colonisation anglaise n'est pas à mettre au compte des Gallois, Écossais, Irlandais, qui n'occupent pour la plupart dans la compagnie anglaise que des emplois subalternes. Eux seuls laisseront pourtant en Inde, comme dans beaucoup d'anciennes colonies anglaises, l'image internationale d'un échange culturel. On ne compte plus en effet aujourd'hui le nombre de régiments indiens, pakistanais, jordaniens, nigérians ou kenyans qui défilent au son de la cornemuse écossaise jouée par des autochtones naturellement. Signe de suggestion, direz-vous, ou de nostalgie coloniale? Eh bien, pas si sûr. Les anglo-saxons, suite à la marche sur Londres en 1745 du roi d'Écosse Charles-Édouard, usent de moyens coercitifs contre la culture écossaise. Citation, « La répression anglaise ira jusqu'à l'interdiction du port du kilt, de l'utilisation de la cornemuse et de l'emploi de la langue gaélique. » Alors à ce moment-là, on imagine mal, dans ce cas, des Anglais donnant des cours de cornemuse écossaise aux Indiens. Ce sont bien les Écossais, les Gallois et les Irlandais de l'armée anglaise qui leur ont appris en signe de résistance à la colonisation de leur propre pays. Voilà pour les Anglais. Intolérance. L'hétérogénéité française et les erreurs d'un État autocentrique. Au milieu du XVIIe siècle, alors que la plupart des grandes nations européennes se sont déjà lancées depuis longtemps à la conquête des océans, la population de Paris tourne le dos à la mer, qu'elle n'a d'ailleurs jamais vue. Louis XIV, né à Saint-Germain-en-Laye, donc dans la banlieue, ne finit par rêver de conquête outre-mer que sur les conseils de son ministre Colbert. Résultat, une totale absence de vision politique concernant les dépendances lointaines de la France, en Amérique et dans l'océan Indien. Avant la création de la première compagnie des Indes, tant que les épopées françaises et les comptoirs qui en résultent se trouvent entre les mains
des gens des ports de Bretagne et de Normandie, tout se déroule à peu près normalement. Les capitaines de bateaux sont des marins aguerris, les armements se développent, les sociétés de commerce réussissent assez bien, les directeurs de comptoir, quand ils font l'affaire, sont confirmés dans leur rôle, mais dès que Paris décide d'intervenir de façon arbitraire, et ce sera le cas quand la Compagnie des Indes orientales de Colbert sera créée, eh bien, c'est le marasme. Les commandants de flotte désignés par le roi sont des nobles titrés, sans expérience maritime et peu endurcis, comme le marquis de Montevergue, qui donc c'était le commandant de la première escadre envoyée par la Compagnie des Indes orientales, la première. Et de Montevergue ruine par son scepticisme les nombreuses années de lutte des colons au Fort Dauphin. Les chefs d'escadre de guerre sont des personnages orgueilleux et maladroits, comme Blanquet de la Haye, qui mène à sa perte sa propre flotte à Ceylan, alors que Caron, le commerçant, le directeur de compagnie sur place, lui déconseillait d'attaquer les Hollandais à Ceylan. Il a été battu et puis il est revenu en France, il n'a plus d'escadre. Voilà. Les marchands complotent les uns contre les autres. Les directeurs de compagnie les plus capables sont rappelés, comme Caron par exemple, François Caron, qui était vraiment le directeur de compagnie le plus remarquable que la France ait pu avoir, et qui avait d'ailleurs été auparavant directeur de la compagnie hollandaise, pour vous dire que la capacité de ce personnage. La grande compagnie de Colbert donc, fait faillite, celle qu'il avait créée en 1664, elle fait faillite en 1685 je crois. La super compagnie des Indes de l'eau, la deuxième compagnie créée vers 1719 par là, manque de disparaître avec la ruine du banquier ministre. Tout le monde connaît l'histoire de l'eau qui avait émis les premiers papiers-monnaies. Les meilleurs stratèges militaires sur mer comme Mahé de la Bourdonnais sont accusés de trahison et se retrouvent à la Bastille. Voilà, c'est ça la politique parisienne. Les gouverneurs qui réussissent, jugés trop entreprenants, sont démis et rapatriés, comme Dupleix. Et l'histoire de ce destin manqué en Inde se fait avec un total mépris de la reconnaissance enclenchée à l'égard de la civilisation indienne. Voilà. Car les succès de Dupleix, hormis les succès militaires bien sûr, mais les succès auprès des Indiens, c'est-à-dire l'attachement que les Indiens ont envers Dupleix, reposent d'abord sur la considération qu'il a pour la culture indienne de ses amis nababs autochtones, dont il épouse les manières de vivre, jusque dans son habillement, il s'habille comme un Indien, et les splendeurs de ses fêtes princières, qui sort sur dos d'éléphants, avec des instruments de musique à l'avant de l'Inde, bien sûr, et ça plaît beaucoup aux Indiens. Eh bien, c'est là le principal trait de caractère qu'il partage, Dupleix, avec la plupart des gens de l'ouest de la France quand ils existent. Dupleix est devenu indien parmi les Indiens, et beaucoup de Français qui partiront aux Indes deviendront eux-mêmes indiens dans leur comportement et dans leur vie de tous les jours. Alors que les Européens en général conservent leurs habitudes, snobant les coutumes, croyances et cultures des locaux, ne se mêlant que rarement à eux, les aventuriers bretons, normands ou poitevins choisissent souvent l'intégration, voire pour certains l'assimilation totale à leur nouveau milieu de vie, le mariage avec des femmes du pays y contribuant naturellement. Rappelons que Dupleix, par exemple, s'est marié à une métisse indo-portugaise, la Johanna Begum, c'est comme ça qu'on l'appelait, Johanna. Begum, ça veut dire grande dame. Et que son successeur en tant que nabab, le breton René Madec, a épousé lui aussi une indienne, la Begum Barbette. Voilà. Dupleix et son chef de guerre, Bussy Castelnau, créent des protectorats français sur une grande partie de l'Inde. Le terme protectorat n'est pas exagéré, car Dupleix confirme les nababs locaux sur leur trône et poursuit les usurpateurs, alors que les Anglais n'hésiteront pas à donner la place à ces derniers pour en faire des marionnettes. Voilà la politique anglaise. Notre empire, ajoute l'auteur du livre De Warren
in langue anglaise en 1843, donc le livre où Warren s'exprime, hein, mais là c'est l'auteur du livre qui parle. Il dit notre empire s'élevait alors sur une base si puissante qu'il fallut à nos rivaux 40 ans d'efforts et de victoires pour se placer à la même hauteur. Cette période prestigieuse pour la France est le résultat de comportements qui ont fait la réputation de beaucoup d'immigrants français dans l'océan Indien. Union franco-malgache généralisée au Fort-Dauphin, mariage interraciaux des premiers habitants d'Île Bourbon, tolérance religieuse malgré le fanatisme de quelques évangélisateurs, comme le père Étienne par exemple à Madagascar, respect des alliances avec les princes locaux en Inde, et surtout dans la plupart des cas, une familiarité favorisant les contacts. Mais à Paris, on se méfie des Dupleix, des Labourdonnais ou des Madec, sachant qu'ils ont vécu leur enfance et leur adolescence en Bretagne, pays où on apprend très tôt ce qu'est l'autonomie provinciale et la récrimination à l'égard de la capitale parisienne. À leur retour en Europe, ils seront d'ailleurs tous les deux, le Dupleix et Labourdonnais, disgraciés par la compagnie sur de fausses accusations, trahison pour Mahé et conquête ruineuse pour Dupleix. Labourdonnais n'a pourtant fait que négocier avec les Anglais un rachat de Madras très intéressant pour la France. Il avait refusé de raser Madras et il a préféré dire aux autorités anglaises « écoutez, vous allez payer un tribut annuel à la France. » Voilà. Et quelques années plus tard, Dupleix, avec son fidèle Bussy Castelnau, règne sur presque toute la péninsule indienne. Jamais avant eux, la France n'a eu une telle influence dans l'océan Indien. Cette influence aurait été sans doute beaucoup plus culturelle que commerciale. Malheureusement, le triste traité de Paris de 1763, mettant fin à la guerre de 7 ans avec les Anglais, ruine tout espoir de conserver nos positions en Inde. On a tout perdu à ce traité. On perd l'Inde, on perd une grande partie du Canada, hein. On perd beaucoup de choses. Tout ça pour essayer d'avoir la paix avec les Anglais. Jacques Weber fait une nette distinction entre l'avant et l'après Dupleix concernant l'attitude des Français. Donc Jacques Weber, c'est un professeur d'université nantais que je connais bien. Si Pondichéry a mieux réussi, écrit Weber, c'est peut-être entre autres raisons parce que des hommes de talent et de bien y ont précédé les grands carnassiers caractéristiques du XVIIIe. Afin d'attirer les Indiens, François Martin, le fondateur de Pondichéry, s'engage à respecter leurs us et coutumes, inaugurant ce que sera la politique indigène de la France jusqu'en 1754. Voilà. Heureusement, la présence française dans l'océan Indien ne se limite pas à l'Inde, puisqu'on a pratiquement perdu l'Inde. Il ne nous reste à cette époque-là que 5 comptoirs, je vous les ai déjà nommés. Nous l'avons vu, donc, une petite colonie s'est installée dès 1642 au Fort-Dauphin, à Madagascar. Elle tient une trentaine d'années avant d'être décimée en 1674. Tout ça à cause de Monteverg et de Blanquet de la Rey. Un autre groupe d'aventuriers se fixe à l'île Bourbon en 1665. Ils sont rejoints plus tard par les rescapés de Fort-Dauphin, par d'autres immigrants en provenance d'Europe, de l'Inde et de Madagascar, dont des pirates amnistiés. Leurs très nombreux descendants y sont toujours. Des colons français se fixent à l'île Maurice à partir de 1721, d'autres à l'île Rodrigue vers 1761, d'autres enfin aux îles Seychelles en 1772. On ne sait pas exactement combien de pirates amnistiés se sont établis à l'île Bourbon et à l'île de France. Définitivement, je parle, parce que beaucoup se sont installés, puis après ils ont été aussi exilés, hein, pas certains. Donc on ne sait pas exactement le nombre. Beaucoup de ces flibustiers ont fait souche, donc, il devait certainement y en avoir aussi aux Seychelles, et beaucoup de ces flibustiers, là on est sûr, ont fait souche à Madagascar. Mais c'est là une interculturalité totalement méconnue, pour ne pas dire inconnue. Après l'époque des pirates, les Mascareignes continueront à se peupler d'immigrants européens venus de l'ouest de la France, puisque c'est l'Orient qui a l'exclusivité des échanges avec l'océan Indien. La réussite personnelle, c'est une citation, la réussite personnelle des successeurs de Labourdonnais
eut pour effet d'attirer aux îles, entre 1746 et 1767, bon nombre de leurs parents, amis et connaissances, bretons pour la plupart. Le seul port de France qui commerçait avec les îles était celui de Lorient. C'est un ancien archiviste d'Ille-et-Vilaine, Bourde de la Rocherie, qui en témoigne dans un livre consacré à cet important apport breton. Rien ne permet cependant de distinguer la mentalité d'un breton de l'Ille-et-Vilaine, par exemple, et de celle d'un Mayennais ou d'un Bas-Normand. Par contre, à cette époque, le XVIIIe siècle, cette mentalité se distingue nettement de celle des autres Français. Elle se communique aux îles Mascareignes. C'est justement là l'objet de ma thèse d'histoire sur l'héritage celtique dans l'océan Indien. Voilà, à une prochaine fois.